Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Je suis Joël Beauchamp-Monfette, au micro, à l'animation aujourd'hui, animateur régulier, et j'ai toute une équipe avec moi en studio. À la régie, on a l'incroyable Julien Lehoux. Je vais répéter ce que je disais la semaine passée, incroyable me qualifie pas assez bien, mais merci beaucoup Joël. Est-ce que exceptionnel pourrait fonctionner? Juste très ordinaire, ça. Parle-moi de ça, de l'estime de soi. J'espère que les autres chroniqueuses en studio vont être en mesure de mieux s'apprécier. On va commencer le tour de table. On a Amélie Barsalou qui fait sa première chronique avec nous aujourd'hui et qui va nous parler de la poésie en Russie révolutionnaire. Bonjour Amélie. Allô. On a aussi Camille Gauvin qui va nous parler de l'écrivain sud-américain Eduardo Galeano. Bonjour Camille. Bonjour. Et on a Jean-Noël Rolland, un habitué de l'émission, qui va terminer qui va poursuivre sa série de chroniques sur la montée au pouvoir des Carolingiens. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. On va enchaîner sans plus attendre avec Amélie. Amélie, ta première chronique, est-ce que ta maman t'écoute? Ma mère m'écoute, je pense. Yeah! On Allô, aime Ginette. ça. On la salue. Allô! Une chose dont on peut être certain, c'est que la révolution bolchevique en Russie, ça n'a pas fait l'unanimité dans le monde, hein? Pas non plus en Russie. Non plus, exactement. On serait tenté de croire pourtant que chez les artistes, il y aurait un petit peu plus d'unité, mais non, pas du tout. Ça bouge énormément les positions. Qu'est-ce qu'il y en est, Amélie? Exactement. Dans le fond, moi, je vais vous parler de la poésie qui va être écrite autour de la révolution bolchevique de 1917 en Russie. Donc, quand on pense au concept de révolution, on va souvent évoquer ses impacts sur la société, sur l'économie, sur la politique nationale et étrangère. Mais il y a aussi tout le domaine de l'art, de la littérature qui va être vraiment influencé par ces bouleversements-là. Donc, ce qui est intéressant avec les poètes russes, c'est que leurs positions vont être très, très fluides à travers le temps, puis à travers l'évolution du régime. Donc, par exemple, plusieurs vont se ranger derrière l'idéologie socialiste en 1917, mais ils vont changer d'avis pendant la grande terreur stalinienne dans les années 30, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou ce qu'on pourrait appeler en Russie la Grande Guerre patriotique. Parlons-en des idéologies. Comment est-ce que l'idéologie socialiste apparaît en 1917? Donc, je vais vous mettre en contexte un peu rapidement sur la Révolution russe. Donc, on va se téléporter dans l'Empire russe au début de l'année 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Donc, ça fait 3 ans qu'on est en guerre. Les Russes sont au front, ils sont fatigués. Il y a d'énormes problèmes économiques dans tout le pays. La Russie, c'est très, très grand. Il y a une crise politique qui va éclater à Pétrograd, à l'actuel Saint-Pétersbourg, avec le tsar Nicolas II. Donc, on va citer en février à la première révolution de 1917, et la monarchie va tomber avec l'abdiction du tsar Nicolas II. On va instaurer un gouvernement provisoire avec à sa tête Alexander Kerensky, qui va être supporté par quelques poètes et poétesses à ce moment-là, mais ça fera pas vraiment l'unanimité. Faut dire que l'entre-deux révolutions va représenter une époque assez contradictoire au sein même des historiens et historiennes. Mais il faut retenir que c'est une époque de simili-liberté, mais surtout de chaos dans toutes les strates de la société. On s'entend? Entre deux révolutions. Donc voilà. Et là, on arrive en octobre 1917, et là, il va y avoir un coup d'État contre le gouvernement provisoire qui va être organisé par les bolcheviks avec Lénine qui est à sa tête. Et on va prendre d'assaut le palais d'hiver à Pétrograd dans la nuit du 25 au 26 octobre, tout dépendant, ou du 7 au 8 novembre, selon le calendrier qu'on utilise. Donc voilà. Et le programme bolchevique va se résumer dans leur slogan par la paix, le pain et la terre, ou tout le pouvoir aux soviets. Donc, exactement la même chose que Rome 2000 ans plus tard. On pourrait dire ça. Et dans le fond, le régime va instaurer la collectivisation des logements, des transports, de l'eau, de l'électricité, des services publics. Et tout ça, ça va être vraiment pris en main par le parti État. Puis dans les mois qui vont suivre, on va créer l'armée rouge avec Trotsky à sa tête, et on va transformer une guerre impérialiste qui était la Première Guerre mondiale en une guerre civile, pour reprendre les mots de Lénine. Donc à l'intérieur même du pays. Exactement, à l'intérieur même du pays, qui va durer,
entre 4 et 5 ans, tout dépendant à quel historien qu'on parle. Dans le fond, ça va opposer l'armée rouge, qui va être justement l'armée là qui va représenter les bolcheviks, le socialisme, le communisme, à l'armée blanche, qui va être dans le fond les monarchistes, les anticommunistes, la bourgeoisie, l'élite. Puis il va y avoir plusieurs pays qui vont les soutenir, dont la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, même le Canada. Mais je pense qu'ils participeront pas à la guerre eux-mêmes. Ils vont simplement soutenir financièrement. Il va y avoir quelques soldats qui vont être envoyés pour quelques combats, mais sans plus. Ça va être surtout monétaire. Et dans le fond, ça va se solder par la création du premier pays socialiste de l'histoire, qui est dans le fond l'URSS. Donc là, je viens de vous résumer un cours universitaire de 45 heures en 2 minutes. Mais oui, justement, il y a beaucoup de matériel, mais en même temps, j'assume que les poètes russes qui sont très prolifiques à cette époque-là, j'assume qu'ils sont pas nés à ce moment-là. Il devait déjà exister une tradition littéraire ou quelque chose du genre. Oui, exactement. Donc, il faut dire que les écrivains russes ont toujours pris un certain plaisir à commenter ou à critiquer les instances politiques en place. Au 19e siècle, Pouchkine, par exemple, va supporter les décembristes de 1825. Il va avoir Gogol qui va dénoncer le servage de manière satirique dans Les âmes mortes. Il va avoir Tolstoï aussi qui va attaquer l'absolutisme russe à travers sa prose dans Les insurgés, ce qui délectait Lénine. Évidemment. Oui, exactement. Donc là, on va arriver au 20e siècle, puis on va voir le rôle des cafés dans la vie culturelle se développer rapidement dans les grandes villes, comme à Pétrograd, qui va devenir Léningrad, ou à Moscou, entre 1905 et 1914, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et il va y avoir un grand café qui va s'appeler le Café des Poètes à Moscou, où de grands noms de la poésie tels que Tsvetaeva, Mayakovsky, Pasternak, Bloch, Yesenin vont se réunir à partir de 1917 pour parler de la Révolution et de la politique à travers la prose, à travers les vers. Puis ces lectures publiques-là vont attirer un certain nombre de foules. Donc les poètes se faisaient payer en patates, en pain ou en saucisson parce qu'il n'y avait pas d'argent. On était en pleine guerre civile. Se faire payer en patates, y a-tu quelque chose qui fait plus stéréotype de la Russie? Ouais, c'est vrai. Mais il y aurait pu avoir les choux aussi. J'avais pensé, mais j'ai pas fait ces recherches-là malheureusement. Donc voilà. Donc cela dit, le monde ancien est détruit. Les vieux privilèges ne tiennent plus et le rapport à l'artiste avec le politique va devenir de plus en plus important. Le centre de gravité culturelle qui était autrefois Pétrograd, qui était l'emblème de l'Europe, quand il y avait Pierre le Grand qui a créé la ville de Saint-Pétersbourg, en fait, avec Pétrograd à l'époque. On voulait vraiment avoir une fenêtre sur l'Europe, tandis que là, on va déplacer le centre culturel à Moscou pour recentrer la révolution sur le continent, sur la vieille, dans le fond, la vieille capitale. On va voir émerger chez les poètes russes principalement 2 visions de la révolution. Donc certains vont la voir plutôt comme une grande victoire prolétarienne. Ah oui. Oui, exactement. Et d'autres vont la catégoriser de grande catastrophe pour la population russe. Il va y avoir deux auteurs qui vont être plutôt neutres ou plutôt mitigés. Donc, il va y avoir aussi Mandelstam et Anna Akhmatova qui vont plutôt désapprouver le simple fait qu'un auteur prenne parti dans cette crise politique-là. Donc, ils prennent position de ne pas prendre position. Exactement, parce que selon ces derniers, les poètes devraient être solidaires avec ceux et celles qui vivent cette guerre civile-là. Donc, on devrait décrire ce qui se passe, mais pas nécessairement commencer à s'attaquer ou prendre parti avec un pouvoir politique ou pas. Donc, Akhmatova, grande poétesse, va dénoncer surtout les grandes purges de Staline dans les années 30, mais elle va beaucoup écrire sur l'idée de rester en amour avec son pays, peu importe les changements sociaux ou politiques qui vont survenir. Elle va être vraiment célébrée en Russie par rapport à ça. C'est une des seules grandes poétesses qui va rester en Russie pendant dans le fond toutes ces années, alors qu'il y a plusieurs grandes figures de la littérature russe qui vont déménager dans les grandes villes d'Europe comme Paris, Berlin ou Prague dans les années 20. Oui. Ça va être pour une autre chronique. Est-ce qu'il y a des tendances qui se développent chez les poètes? Est-ce qu'on peut tirer des analyses, des positions? Oui, il y a 2 grandes positions. Mais je dirais que ceux qui vont se dresser contre la Révolution vont être les personnes un peu plus vieilles. Ah oui? Ouais, comme les grands patriarches de la littérature tels qu'Alexander Blok ou Maxime Gorky, qui condamnaient la Révolution d'octobre. Puis là, quand je vous parlais de fluidité, Gorky, célèbre dramaturge, devint quelques années plus tard l'un des préférés de Staline, pourtant. Donc, il va changer un peu d'avis. Il y a des musées, il y a des théâtres qui vont être nommés en son nom, même à Berlin-Est, etc., etc. Donc, Gorky va changer d'avis.
Bloch, par contre, était un peu plus vieux, comme je disais tout à l'heure. Donc, lui, il avait vécu en l'espace de 13 ans la Révolution de 1905, la guerre russo-japonaise, la Première Guerre mondiale, la Révolution d'octobre. Il y en avait beaucoup à dire. Il y avait du matériel pour ses poèmes, oui, exactement. Il y avait du matériel, mais il avait vraiment peur qu'avec cette idée d'un parti unique, on puisse perdre la liberté de conscience. Puis il fallait, selon lui, continuer à vénérer les anciens écrivains comme Pouchkine, Tolstoï puis Dostoïevski. Il avait vraiment peur que tout ça soit mis aux poubelles, en fait. Donc, il va écrire en 1918 le poème Les 12 et il va dénoncer violemment la misère dans laquelle le nouveau parti avait plongé sa patrie. Et tout ça, ça va susciter des réactions pour les pro-révolutions. Il y a des réponses marxistes et collectivistes qui vont être écrites par rapport à ses propos pour critiquer Bloch. Donc, on va voir des groupes et des courants littéraires pro-révolution émerger dans les années 20. Il va y avoir le groupe imaginiste qui va être, qui va avoir comme figure Yesenin, qui va, lui, plutôt parler de la paysannerie, la campagne. Il va voir la révolution d'une manière très utopique. Il va avoir des inspirations européennes. Il va voir ça vraiment d'une manière imagée et il va créer plusieurs allégories. Oui, exactement, avec la dialectique de Marx pour porter la gloire du socialisme dans ses vers, en fait. Mais il va être critiqué par d'autres personnes. Donc, admettons, par Mayakovsky. On va y revenir tout à l'heure. Mais j'aimerais parler aussi de Boris Pasternak, qui va voir aussi la révolution d'une manière très, très romantique. Donc, il va vraiment imager ça aussi un peu à la Yesenin. Une espèce d'héroïsme de la révolution. Exactement, un héroïsme. Peut-être pour certaines, Boris Pasternak, on va penser au docteur Zhivago, le célèbre... oui, c'est lui qui l'a écrit en 1957. Ça va gagner le prix Nobel de la littérature en 58. Mais pourtant, dans ce roman-là, quand je parlais de fluidité tout à l'heure, on dénonce les atrocités de la guerre civile. Donc, il n'a pas pu se rendre à Stockholm, je crois bien, pour recevoir le prix Nobel en 58 par peur peut-être de représailles du parti. Donc voilà, on revient dans les années 20. Et là, je vais vous parler du courant futurisme. Le courant futurisme, en fait, c'est vraiment ceux et celles qui vont être très, très pro-révolutionnaires. Et on va casser l'ordre traditionnel dans l'art, dans la littérature et dans la poésie. On fait un rejet du passé. On va célébrer la vitesse, la machinerie, la violence. On va s'investir dans la révolution en faisant de ce combat-là leur propre lutte à eux. Ils vont être athéistes. Ils vont critiquer ceux et celles qui vont mêler Dieu à la révolution. Mais c'est drôle, la poésie, c'est souvent vu comme un outil de critique des régimes. Comment est-ce que le régime communiste va comprendre, va gérer cette poésie-là? Ils vont utiliser Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky, en fait, ça a été, sans nul d'un doute, le poète révolutionnaire le plus important des années 20. Lénine l'aura dit même. Puis, il va échanger les poèmes émotionnels et personnels pour des slogans de propagande socialiste. Pour ça qu'il est populaire. Exactement. Il était populaire, mais il était bien surveillé. Attention. Fallait faire attention quand on était proche du parti. On savait jamais trop à quoi s'attendre. Mais lui, il représentait vraiment l'image du poète travailleur. Pendant la guerre civile, il va écrire même des pièces de théâtre sur les joies et les inquiétudes du nouveau régime, mais tout ça dans le but de glorifier le parti. Il va même écrire des vers pour la jeunesse communiste, le Komsomol. Puis, il va écrire des pamphlets pour les jeunes aussi qui vont être distribués dans les écoles. Il va incarner la solidité, le refus là de la bourgeoisie. Il va avoir aucune pitié en fait pour celle-ci. En 1930, il va se suicider. Ça sera pas dit à ce moment-là que c'est un suicide, mais les plus grands de la politique ont été présents à ses funérailles. Ça a été un des seuls poètes révolutionnaires à avoir même droit à son nom, attribué à une importante station de métro à Moscou, Mayakovskaya, où il y a plusieurs discours importants sur l'effort de guerre qui ont été exprimés par Staline dans les années 40. Dans le fond, une qui admirait beaucoup Mayakovsky, c'était une poétesse que j'admire particulièrement, qui est Marina Tsvetaeva, une écrivaine moscovite, imprévisible et super contradictoire, parce que pour elle, le destin du poète, dans le fond, c'était de toujours se remettre en question, mais que somme toute, le poète devait incarner ses vers et le vivre pleinement.
Donc, à chaque jour, elle écrivait un nouveau poème. Puis à chaque jour, on savait pas vraiment si elle était monarchiste, révolutionnaire, neutre. Puis elle avait écrit des poèmes destinés aux grandes figures russes. Donc, au tsar par rapport à son abdiction, à Pasternak qui va avoir une belle relation épistolaire entre les deux, à Mayakovsky qu'elle va qualifier de chantre merveille populaire, à Akhmatova pour sa finesse féminine. Mais elle voulait vraiment décrire son admiration pour la puissance que représentaient ces personnes-là, malgré leur appartenance politique. Puis selon moi, elle incarne cette fluidité continuelle du poète russe des années 20. Mais est-ce qu'on peut voir une évolution de la poésie révolutionnaire au fil des années? Par exemple, le régime stalinien est extrêmement différent des régimes précédents. Est-ce qu'il y a une ligne poétique en lien avec ça? Mais en fait, oui et non, parce que on sait qu'avec la construction du régime stalinien, il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau, qui ont été créées dans les années 20, pas juste au niveau de la littérature. Mais on a pu voir un retour au classicisme parce que selon Staline, il fallait éduquer le peuple, donc tout ce qui était difficile à lire ou à comprendre, ça devrait pas être publié en fait. Donc on laisse de moins en moins de place à l'intelligentsia. Puis les poètes devaient être de plus en plus circonspects, on devrait faire attention pour éviter les grandes purges. Et c'est pourquoi il y a de nombreux poèmes qui ont été publiés plus tard au 20e siècle, puis qui vont être même publiés des décennies et des décennies plus tard, même après la chute de l'URSS. Ah oui. Oui, exactement. Puis dans le fond, pour clore, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'analyser comment ces poètes-là ont fait partie de la mémoire nationale jusqu'à aujourd'hui, puis comment ils sont étudiés. Parce qu'il y a de grandes figures de la poésie révolutionnaire qui vont rester omniprésentes dans la vie culturelle russe encore aujourd'hui, à travers des musées ou des événements de poésie. Les vers des poètes des années 20 vont être étudiés, mais pas glorifiés, tels qu'on pourrait penser aujourd'hui, hein, comme les Tolstoï, les Tchekhov et les Pushkin de ce temps, oui. Qui vont être beaucoup plus étudiés, beaucoup plus glorifiés dans le fond dans les cours de littérature en Russie aujourd'hui. Donc voilà. Ben merci beaucoup Amélie, excellente première chronique. On a hâte d'en entendre plus sur toi. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le lien entre l'art et l'histoire, je vous encourage à aller écouter une chronique de Chloé Poitras-Raymond sur la musique et le nationalisme au 19e siècle. C'était une chronique du 17 janvier dernier. On s'en va en musique. Julien, où est-ce que tu nous amènes? Joël, je t'emmène dans le pays des rêves où est-ce que les gens font la révolution et écrivent la poésie. C'est la chanson Away Home par l'artiste Elephant Stone.
est de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Nous sommes toujours en ondes, vendredi 16h, à votre émission préférée sur l'histoire, la vulgarisation historique et tout ce qui est de plus intéressant. Et on va enchaîner avec une autre chronique extrêmement intéressante de Camille Gauvin, qui va nous parler d'un journaliste, écrivain. Il a un peu tout fait, au fond, hein? Oui. Oui, vraiment, il a vraiment tout fait, caricaturiste même. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur bien connu de l'histoire latino-américaine. Oui. Il s'agit de Eduardo Galeano. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On lui doit notamment les veines ouvertes. À 15h avec toi. On lui doit les veines ouvertes de l'Amérique latine qu'il a écrit en 1971 ou Mémoire de feu qu'il a écrit entre 1982 et 86. C'est comme plusieurs volumes. Donc, c'est un auteur qui est né en 1940 en Uruguay, à Montevideo, qui est la capitale, pour ceux qui ne savaient pas. Et il commence très... Cours de géographie. Ouais. Il commence très tôt à faire des petits emplois comme messager, artiste, etc. C'est une personne qui n'a jamais fini ses études secondaires, ce qui est impressionnant pour une personne qui va devenir... qui va commencer à travailler dans les journaux très à gauche et il va commencer à devenir journaliste pour ces derniers. Et très tôt, il va être influencé par des idées marxistes à travers ses emplois par les médias. Mais est-ce qu'il va lire de la poésie révolutionnaire? Sûrement, en fait. Donc, à l'âge de 20 ans, il devient éditeur pour l'un des journaux de gauche les plus influents d'Amérique latine, La Marcha, en 1961 jusqu'à 1964. Et il est par la suite directeur du journal Época à Montevideo. Sa carrière en Uruguay sera de courte durée. Étant donné le coup d'État de 1973, il va devoir s'exiler en Argentine et il va fonder le magazine radical Crisis, j'imagine. Désolée. Je vais pas vérifier la phonétique, là, mais puis en fait l'Argentine va subir elle aussi un coup d'État. Et le gouvernement de Isabel Perón va être renversé en 1976 et il va être contraint à l'exil encore une fois à Barcelone et il va revenir en Uruguay en 1985 quand la démocratie sera de nouveau présente. Donc, les coups d'État le suivent, je crois. Oui, mais il faut dire qu'à partir de cette année-là, le 3/4 de l'Amérique latine est sous le coup des régimes dictatoriaux. Ah oui? Oui, et quand il va écrire son célèbre ouvrage « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » en 71, le livre va être complètement censuré dans son propre pays. Et dans le 3/4 des autres pays de l'Amérique du Sud. Exactement, j'imagine, parce que ça n'a pas plu aux dictateurs. C'est curieux. Ouais. Pourtant, la contestation, ça prend bien habituellement. En fait, ce qui contraint Eduardo Galeano à l'exil, c'est évidemment ses positions assez radicaux qui vont transparaître à travers ses livres. Et pour mieux vous situer, je vais vous montrer un peu le contexte particulier qui avait cours dans le sud du continent à cette époque et un peu depuis le début de la colonisation. Donc, nous savons qu'à peu près depuis 400 ans, les continents est sous occupation étrangère. Donc, le colonialisme européen a fait des ravages dans les communautés autochtones et a ramené des communautés noires pour l'esclavagisme. Et en fait, l'Amérique latine est devenue un peu le comptoir ouvert de l'Europe qui se sert dans les richesses qu'elle extrait. Et on va évangéliser les Autochtones, donc ils vont perdre toute leur société comme ils l'avaient construit, leur mode de vie en fait. Et suite à cette époque-là, on va avoir les révoltes pour l'indépendance face aux puissances européennes, notamment l'Espagne et le Portugal. Au début des années 1800, ça, je crois. Oui, exactement. Et on va avoir des frontières qui vont s'inscrire le long des luttes entre les nouvelles nations et les pays qui vont souvent être dirigés par d'anciens descendants espagnols qui vont établir leur mainmise sur les gouvernements et tous les postes importants au sein de les entreprises publiques. Donc, mais un peu avant le 19e siècle, les pays dont l'Uruguay vont commencer à s'industrialiser. Cependant, l'économie du cône sud ne profite pas toujours à tout le monde, sauf les monopoles qui appartiennent souvent aux gens d'affaires, en particulier ceux des États-Unis et de l'Angleterre, comme les chemins de fer. Ah, c'est là qu'on arrive avec notre partie préférée. Eh oui. Mais il faut savoir que la portion du continent est assez riche en matières premières, mais aussi en main-d'œuvre bon marché. Ce qui est pratique pour les entreprises, surtout d'exportation de fruits, par exemple. En effet.
Mais on va commencer à avoir aussi des gouvernements qui vont mettre en place des programmes pour réduire la pauvreté. En Uruguay, par exemple, on change le code du travail pour interdire le travail des mineurs et on donne aux femmes des petits congés de maternité d'à peu près 40 jours à la suite d'un accouchement. Donc, il y a quand même des mesures de gauche malgré ce c'est ça. Donc, gouvernement libéral. C'est un mélange de libéralisme et de politique sociale. Donc, on a un droit de la propriété privée qui est inscrit dans la Constitution et en même temps, on cherche à combattre l'analphabétisme par l'enseignement public. Les entreprises d'électricité, chimie, etc. sont étatisées et la conjoncture économique est favorable au début du siècle qui va sourire aux Uruguayennes et aux Uruguayens. Laisse-moi deviner. Il va arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose, effectivement. Donc, la première partie du 20e siècle, ça se passe plutôt bien. Pas dans tout le continent, mais dans le pays, en tout cas, le niveau de vie augmente. Sauf qu'il commence à avoir des coups d'État dans les années 30. Le nouveau président Baldomir va rétablir progressivement la démocratie à la suite d'un premier coup d'État, sauf que c'est dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous vous doutez bien que Deuxième Guerre mondiale dit les États-Unis qui arrivent. Donc, l'oncle Sam qui arrive et frappe à la porte pour obliger un peu le pays à s'allier avec eux. Et les politiciens vont y consentir avec beaucoup d'énergie. Et ce n'est que le début d'une présence américaine très intensifiée. Cependant, jusqu'au début des années 50, il y a quelques mouvements de contestation en Uruguay, en particulier dans la fonction publique, qui vont se mettre en place. Et c'est véritablement vers 1958 que le pays va se soumettre au bon vouloir des Américains. On n'oublie pas que la révolution cubaine vient de se passer. Les États-Unis entendent bien ne pas laisser le reste du continent lui échapper des mains. On parle ici de la théorie des dominos. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, un pays qui devient communiste, les voisins vont commencer, puis ensuite ça va arriver aux portes. Aucune pente fatale là-dedans. Non, exactement. Ça donne des idées. Ouais. Donc, le nouveau gouvernement va se ranger derrière les demandes des États-Unis et du FMI, la Banque mondiale, en fait. Et ce qui va s'ensuivre, ce sont des crises économiques, sociales et évidemment politiques. Pour ce qui est de l'économie, les salaires sont sabrés, l'inflation va augmenter et le pays va être obligé de demander de l'aide aux États-Unis via son programme de l'Alliance pour le progrès mis en place par Kennedy afin d'éviter que les pays ne suivent la voie de Cuba. Donc les États-Unis arrivent, ils sabrent l'économie sur place et pour éviter qu'il y ait des contestations qui se tournent vers le communiste, eh bien ils offrent de l'aide. Ben oui. De comprendre un peu. Mais en échange de l'argent, évidemment, il y a il y a comme une espèce d'échange de services qui va se passer. Donc, tout ce qu'il demande, c'est une signature avec son propre sang sur un contrat. Il n'y a rien là. Exactement. Donc, les États-Unis sont en pleine guerre froide. Donc, c'est la chasse aux communistes. Et ils vont mettre en place un programme de coopération policière internationale. Et vous comprendrez ici qu'il s'agit de l'intervention de la CIA qui va avoir lieu en Uruguay. Et au programme, nous avons de la torture, disparition, chasse à l'homme qui sont au rendez-vous. Ça donne envie. Ouais. Donc, mais en somme, les États-Unis donnent l'argent en échange, vous coopérez pour la lutte contre le communisme. Il faut comprendre que les États-Unis ont toujours considéré l'Amérique latine comme sa cour arrière, ce qui fait en sorte que c'est elles qui décident des politiques qui sont en général très favorables aux entreprises américaines au détriment de celles des pays d'origine. On pense notamment à la United Fruit au Guatemala, qui a renversé un gouvernement de gauche de Arbenz pour ses politiques pour avoir en fait la mainmise sur tout le territoire. Et leur but, c'est d'éviter des cas comme Cuba et d'avoir des nouveaux pays communistes comme voisins. Et pour éviter cela, toutes les tactiques sont bonnes, et surtout l'intervention auprès des gouvernements pour faire cesser tous les groupes de gauche. Mais l'Uruguay est aussi victime pendant ces temps-là d'attentats commis par des groupes d'extrême droite d'origine pro-nazie et qui vont avoir des liens avec des généraux qui vont prendre le pouvoir lors du coup d'État en 1973. À ce moment-là, en Uruguay précisément, est-ce que c'est un gouvernement de gauche, de droite? C'est un mouvement très centraliste, très libéraliste. Ils mettaient des petits programmes à gauche et à droite pour favoriser les uns les autres, mais il va y avoir la gauche qui va évidemment avoir beaucoup de place. Et pour contrer ça, il va y avoir des mouvements d'extrême droite, mais qui sont très pro-nazis en fait. Et qui vont être proches de l'armée, et certains généraux qui vont être qui vont avoir des liens entre ces petits groupuscules et qu'on va retrouver plus tard dans les juntes militaires.
Donc, vous imaginez ce qui va se passer. C'est pas du tout des bons alliés à avoir pour un futur possible coup d'État. Ben oui, parce qu'ils ont toute l'armée avec eux. Ben écoute, Joël, quand on fait face aux communistes, faut s'allier avec n'importe qui. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le président, il va chercher à réprimer ces conflits, autant à droite qu'à gauche, mais surtout à gauche. Et il va voter des lois d'état d'exception. En fait, on va censurer, on va pouvoir interpeller n'importe qui, même sans avoir forcément des causes contre lui. Et surtout, les gens de gauche, on va pouvoir les enfermer. Puis ces lois-là vont être abrogées à la fin de la junte militaire, donc en 85. Donc, comme je l'ai dit, Galeano est contraint à l'exil au coup d'État et il va en Argentine. Et dans cette décennie, beaucoup de dictatures vont se mettre en place. Et suite à son exil, il va tomber sous le joug l'Argentine tombe sous le joug des militaires. Oui. Oui, c'est ça. Donc, en fait, Eduardo Galeano, c'est un pur produit du continent et ça va transparaître dans ses récits. Bien que c'est pas un intellectuel qui est issu du milieu académique, il va tout de même publier un nombre impressionnant de livres qui portent sur l'histoire du sud du continent, souvent sous forme de nouvelles ou est romancé le passé avec les autochtones avant la colonisation. Est-ce que c'est un type d'histoire qui est plus académique ou c'est vraiment un récit? Mais c'est vraiment comme un mix entre la nouvelle qui est comme très littéraire, très populaire, et on va intégrer des faits historiques à l'intérieur. Donc, évidemment, c'est pas un récit qui est neutre. Il dit lui-même qu'il a un parti pris. Il va raconter une autre histoire qui est largement influencée par les mouvements anticolonialistes. Donc, on va parler des Autochtones, des mythes qui se sont transmis. On va parler contre l'impérialisme. On va parler en fait du saccage de l'impérialisme des pays du Nord dans les pays du Sud. On a-t-il déjà vu ça, un historien avec un parti pris? Non. Jamais. Non. Jamais, j'ai vu ça. Puis, en fait, il faut dire, ça vient surtout que l'histoire de gauche sud-américaine prend ses racines dans les luttes contre l'exploitation des personnes marginalisées par une société qui est dominée par les entreprises issues du Nord, donc américaines et européennes. L'essence dans ces œuvres sont les mouvements révolutionnaires de gauche qui souhaitent faire échec à l'impérialisme qui gruge les gouvernements. Les veines ouvertes de l'Amérique latine se veulent une attaque contre le capitalisme des pays du Nord qui s'approprient toutes les ressources, même humaines, et qui ne laissent que la pauvreté et la misère derrière elles. Très romancé. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une réception du côté du Nord ou du côté des pays qui ont vécu ce colonialisme-là? Oui, en fait, il va y avoir surtout les populations marginalisées aussi, qui habitent même dans les pays impérialistes, comme les populations noires, etc., qui vont échanger un peu avec ce genre de récit-là. Et en fait, il va devenir très populaire. Puis, en fait, il va dénoncer le pillage dans un discours qui est plus littéraire et qui se veut plus proche du peuple, en fait. Qu'un discours qui est plus scientifique et qui est plus voué à un parcours académique. Donc, les thèmes qu'il aborde, c'est l'Inquisition, le système de la répression, surtout les endroits où ça se produit. Il va les écrire de manière fictive, mais on peut toujours trouver un fait historique d'où ça provient. Par exemple, l'esclavagisme. C'est un sujet qui est très bien connu en Amérique du Sud. Et il va aussi parfois raconter ce que les gens, les histoires des gens ordinaires, l'histoire du foot par exemple, qui est très football, soccer, qui est très populaire en Amérique du Sud. J'avais compris. Donc, évidemment, ces œuvres sont très révolutionnaires, ce qui ne sont pas toujours au goût des historiens et historiennes qui demandent un peu plus de rigueur dans les sources et récits. On peut dire qu'il s'agit d'une contre-histoire. On va faire échec au discours dominant qui est très blanc, en fait, qui est très les vainqueurs contre les vaincus. Et lui, il veut raconter, en fait,
le contraire. Puis au niveau de la réception, il va gagner des prix autant à Cuba qu'aux États-Unis. Ah oui? Oui, sauf les dictateurs qui sont pas très friands de son discours. Curieux. Mais pour la petite anecdote, Hugo Chavez a offert à Barack Obama un de ses livres lors de sa visite officielle. Oh, c'est dommage qu'il n'ait pas fait la même chose à Donald Trump. Ah non, c'est Ouais. vrai. Il était mort. Oui, puis de toute façon, on pourrait s'entendre pour dire que Donald Trump probablement ne l'aurait pas accepté. Non, c'est sûr, mais je vous conseille vraiment la lecture de un de ses livres les plus connus, Les 20 nouvelles de l'Amérique latine. C'est vraiment excellent, en fait. Les 20 nouvelles d'Amérique latine? Les veines. Les veines. Oui, comme, oui, ok. Si on saignait le continent. Oh, je vois. Mais merci beaucoup, Camille. Très intéressant. Évidemment, je vous encourage à aller lire ce livre. Et sinon, si vous voulez en savoir plus sur l'Amérique latine, l'autoritarisme et tout ce qui entoure ça, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Gustavo Salinas du 8 novembre dernier qui traitait justement de l'autoritarisme péruvien de 1930 à 1970. On s'en va en musique. Julien, où est-ce que tu nous amènes cette fois-ci? Ben Joël, je me suis encore une fois inspiré, dans le fond, quand les États-Unis se font apprendre qu'ils se font affaire avec des groupes d'extrême droite, ils vont toujours répondre « Non, ça me dérange pas ». Et c'est le titre de notre prochaine chanson par Sylvie. Vous êtes toujours sur les ondes d'Histoire de passer le temps
à choc.ca, votre référence historique du vendredi après-midi. On va, parlant d'histoire, on va retourner loin dans le passé avec une chronique de notre habitué Jean-Noël Roland pour une famille qui a vécu il y a 1000 ans. On peut dire que les Carolingiens t'obsèdent. Juste pour se rappeler. En décembre dernier, tu avais terminé ta chronique au moment où Charles Martel, fort de ses succès, s'associe à un roi mérovingien placé sous sa tutelle pour maintenir son pouvoir puis réunifier le royaume des Francs. C'est de là que tu pars, c'est ça? Exactement, on reprend là où on s'était quitté. Pour la forme, les Mérovingiens... Je te laisse aller, Mérovingiens, donc c'est la dynastie qui précède les Carolingiens. Carolingiens, descendants de Charles, où on les appelle aussi Pépinides. Les Mérovingiens sont les rois au pouvoir à ce moment-là. Et les Carolingiens, c'est une famille qui usurpe le pouvoir, en grosso modo, qui va faire un coup d'État. Et c'est un peu vers là que je m'en vais. On verra pas le coup d'État aujourd'hui, je pense, ça sera dans une prochaine chronique, mais on voit vers où... La 17e de la série, c'est ça? Ça sera la 4e et la dernière, promis. Et donc, en décembre dernier, nous étions coûtés... Pardon? Faut encore que je change les titres des éditions. En décembre dernier, nous étions quittés au moment où le roi Chilpéric II, souvenez-vous, c'est celui qui s'appelait Daniel, de son vrai nom, fut remis à Charles, qui le fit aussitôt couronner comme roi de l'ensemble du royaume des Francs, jusqu'à son décès qui surviendra un peu plus tard en 721. Ou alors un autre mérovingien, Thierry IV, qui lui va mourir en 737, et également fils de Dagobert III, fut désigné pour prendre la relève. Le souverain mérovingien semblait remplir uniquement une fonction d'assurance finalement pour le maire du palais, donc Premier ministre Charles Martel, et il les utilisait comme une sorte de caution pour le compte de son propre pouvoir. Mais on voit vraiment l'image là des dernières chroniques que tu nous as données des rois fainéants, les souverains mérovingiens qui ont cette image traditionnelle là. Exactement. Il est vrai que lorsque l'on regarde les derniers rois mérovingiens, c'est pas très glorieux et ils ne semblent pas vraiment avoir laissé leur nom dans l'histoire, si ce n'est en arrière-plan. Si l'on analyse bien la période et la documentation, l'on peut toutefois se rendre compte aisément que les Carolingiens sont des as de la réécriture de l'histoire. Donc ce serait pas les Mérovingiens qui seraient mauvais ou fainéants, ce serait les Carolingiens qui auraient changé l'histoire, c'est ça? C'est plutôt eux qui ont bien réussi, ouais. C'est ça. Et donc, ceux-ci sont des as de la réécriture de l'histoire, comme je viens de le dire, et à leur profit pour gagner évidemment de plus en plus de légitimité et légitimer aussi leur coup d'État. Ils ont bien préparé leur coup, si je puis dire, à tel point qu'au trépas du roi mérovingien Thierry IV, Charles Martel, fort de son prestige et de ses succès militaires divers, ne vit aucune nécessité à lui trouver un remplaçant. Et donc Charles ne réitère pas l'erreur de son aïeul qui, au siècle précédent, s'était fait nommer roi, enfin voulait être roi. Et donc le maire du palais Grimoald, souvenez-vous, tentait de prendre le titre royal. Charles, lui, préfère donc diriger le royaume jusqu'à son décès qui surviendra en 741 en tant que princeps, donc comme prince, sans pour autant s'accaparer le titre royal. Il reste un peu maire du palais, si l'on veut. C'est ce qu'on appelle alors communément l'interrègne dans les périodes de l'histoire mérovingienne. Charles Martel peut émettre des lois et se charger des biens et des charges ecclésiastiques, nommer des évêques par exemple ou des comtes, tout en se passant d'un souverain. La réalité du pouvoir est désormais entre ses mains et celle de sa parentèle. Évidemment, on est encore loin d'un énorme royaume qui va s'étendre de la Manche presque à la Sicile. Mais comment est-ce que Charles Martel va commencer sa conquête? Eh ben, on va voir qu'au niveau politique, hormis cette question relative aux successions et à la mairie du palais, Charles se tourna vers la Saxe. Il continue les également, Saxons. oui, chez les Saxons, donc au nord-est, grosso modo, de ses frontières. Il continuait également à progresser en Frise, donc là l'actuelle Hollande, au nord plutôt de l'actuelle Hollande, si bien qu'il soumet entièrement cette contrée vers 736 après avoir vaincu le roi Boubo, d'où nom aussi. La région fut à nouveau évangélisée depuis la ville d'Utrecht actuelle, qui agit comme une sorte de tête de pont chrétienne pour les départs des missionnaires dans la région. En dehors de la guerre civile et de ses campagnes menées vers les périphéries du royaume, plusieurs autres difficultés sont présentes. Le pouvoir des maires du palais est pour l'essentiel effectif en Neustrie, souvenez-vous les royaumes du nord-ouest, et en Austrasie, le royaume du nord-est. Donc ce sont les royaumes du nord donc qui ont la main mise, un peu comme si on voulait les États-Unis versus l'Amérique latine, pour faire des parallèles un peu
délicat. Avec le monde d'aujourd'hui. Pour dire le moins. Ainsi, des aristocrates tentent d'exercer leur propre autonomie, évidemment. À l'aube du 8e siècle, l'émergence de véritables principautés se fit ressentir au sein des territoires francs. Une problématique déjà existante, mais qui n'a cessé de croître au fil des années. Quand le chat n'est pas là, évidemment, les souris dansent. Et donc des principautés qui pouvaient être soit épiscopales, comme à Auxerre, où l'évêque possédait des droits comtaux, c'est quand même pas rien, soit des principautés territoriales, telles qu'en Aquitaine, en Bavière ou encore en Provence, où ce sont des ducs ou des comtes qui essayent d'avoir de plus en plus d'autonomie à leur profit. À leur tête, nous retrouvons des personnalités se faisant désigner comme dux ou même princeps, comme Charles Martel. Dux qui serait pour duc. Duc, c'est ça, exactement, oui, okay. C'est le terme latin. Ces territoires profitent des dissensions, évidemment, pour échapper à l'autorité royale et à celle de son maire du palais, quitte à user des armes pour y parvenir. Charles Martel intervient donc à diverses reprises par la force, évidemment on ne s'appelle pas Martel pour rien, en vue de déposer les insoumis. Phénomène plutôt rarissime, et surtout afin que ces grands reconnaissent son autorité, comme ce fut le cas à 2 reprises en Bavière. Donc en gros on lui dit c'est pas bien ce que tu fais, une petite tape dans le dos, et puis bon il va recommencer. Classique. Charles est aussi appelé par l'évêque de Rome, donc le pape, afin d'intervenir en tant que défenseur de la ville éternelle contre les Lombards entre 737 et 741. Mais malgré l'appel pontifical, Charles ne répond pas aux suppliques du pape en raison des bons rapports qu'il entretenait déjà avec Liutprand, encore un autre nom intéressant, le roi des Lombards. Son aide se révélait cruciale en Provence, mais aussi vis-à-vis de la Bavière, en raison du contrôle lombard de la plaine du Pô, donc au nord de l'Italie, et enfin dans les Bouches-du-Rhône, où les Arabes menaient fréquemment des incursions à l'époque. Donc on voit que les Lombards sont les alliés intéressants pour contrôler le sud. Donc finalement les suppliques d'un ecclésiastique, même si c'est le pape, bon, on l'entend, mais on les laisse de côté un petit peu. Hein. Et donc il est plutôt pragmatique, Charles Martel. Ah plutôt, hein, oui, les Carolingiens, en tout cas de ce qu'on peut le voir, le sont assez bien. Ils ont bien réussi, il faut le dire aussi. C'est sans doute à cause de ce pragmatisme. Un autre exemple de l'alliance franco-lombarde est aussi visible dans le parrainage à la mode germanique du fils même de Charles Martel. Donc c'est son 2e fils, le jeune Pépin, le futur Pépin le Bref. Liutprand donc en 737 va parrainer le jeune Pépin sur les fonds baptismaux donc. Et néanmoins les Pipinides sauront se souvenir ultérieurement de l'appel au secours qui leur a été adressé par le Saint-Siège, mais ça c'est une autre histoire. Charles Martel est notamment le synonyme de la protection et l'intégrité du royaume et surtout celui d'un retour de l'expansion du régnum franc en dehors de ses frontières. Évidemment quand tout va bien à l'intérieur on peut se permettre d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Hein, et donc ce royaume ne s'était plus élargi depuis bien longtemps en raison des crises internes successives qui le secouaient à la période mérovingienne. Mais Charles n'est pas en reste de la politique religieuse non plus qu'il mena durant sa mairie. Bien que décrié a posteriori sur cette dernière, notamment sur les transferts et sécularisation des terres ecclésiastiques, Charles attribua à ses vassaux sous forme de précaires des terres. Des précaires, tu as dit? Oui, alors c'est un système assez spécifique, je vais vous en parler tout de suite. Il s'agit d'une tradition qui est bien plus ancestrale que Charles Martel, et plus ancestrale qu'il n'y paraît donc, que celle de disposer à sa guise des biens de l'Église. De nombreux rois mérovingiens eurent recours à cette pratique de façon coutumière, donc par coutume. Il s'agit aussi d'une réalité également constatée auprès des grands aristocrates qui concentraient et accumulaient leurs richesses en des domaines terrestres. Ensuite, ils accordaient ces biens à une institution ecclésiastique qu'ils fondaient, par exemple, fonder une abbaye, un monastère, et les monastères sont justement un exemple très édifiant de cette politique-là, tout en reprenant directement l'usufruit de ces terres qu'ils venaient de donner, afin de les distribuer en revenus à leurs vassaux. Et donc, ce qui attire une sorte de fidélité. C'est ça, aussi. ouais, on s'assure par des dons et des contre-dons à garder son réseau sous surveillance, évidemment. Et il s'agit pour les Pipinides, comme pour les autres aristocrates qui usaient de cette pratique, de se maintenir au pouvoir avec l'aide de l'Église, tout en ménageant son réseau d'alliances. Nous l'avons vu, Charles se révéla d'une certaine manière comme un incontournable partenaire pour l'Église, si je puis dire, et notamment le pape, si bien que Grégoire III, tout de même, se plaça sous sa protection en lui remettant symboliquement les clés de Saint-Pierre. Charles, comme son père avant lui, fut un soutien considérable pour les missions évangélisatrices telles que celle de Willibrord en Frise, celle de Saint-Pirmin le long du Rhin ou bien celle de Boniface en Germanie. Charles Martel, dont le succès tenait tant de ses victoires que de sa politique religieuse, s'éteignit alors en octobre 741 au palais de Quercy, avant d'être enterré dans la nécropole mérovingienne de Saint-Denis, largement dotée alors de richesses pour l'occasion. Et pour ce faire, je vous renvoie à la chronique de mon collègue Elliot sur le sujet.
La mort d'un personnage si important, on peut facilement sentir venir les guerres civiles jusqu'à notre studio de Montréal. Par habitude, si je puis dire, oui. Nous apprenons dans l'histoire des Francs, qui est une histoire rédigée vers 751, que le maire du palais, qualifié à l'occasion de princeps et de dux, avait pris déjà conseil auprès de ses grands, ecclésiastiques et laïcs, afin de préparer sa succession entre ses propres héritiers et le partage du régnum, conformément à la coutume dynastique mérovingienne. Et donc là, on a un maire du palais qui imite ce que faisaient déjà les rois, pour légitimer son héritage. Toujours sans en avoir le titre. Sans avoir le titre, c'est ça. On prépare en fait la suite. Spoiler. Et donc le partage se fait conformément à la coutume dynastique mérovingienne, comme si la charge qu'il occupait était héréditaire, alors que ce n'était pas le cas avant. La source rédigée 10 ans après les événements est largement favorable aux Carolingiens, évidemment. La version des gagnants, donc fait rapporter, fut considérablement remaniée d'année en année. La première version des annales du royaume franc, donc les Annales Regni Francorum, qui datent d'à peu près avant 793, semble transmettre une interprétation des événements plus véridique des conditions dans lesquelles se déroulèrent la succession de 741. Les annales rapportent que les deux fils de Charles Martel, issus de son premier mariage avec la Franque Crotrude, Carloman l'aîné et Pépin le cadet, acquirent tous deux le pouvoir sur le royaume. Ils se le partagèrent par la suite de manière efficace et pragmatique, toujours, tant pour la gestion des affaires internes que pour répondre aux troubles externes causés par une période de succession difficile, évidemment, puisque à chaque fois que il y avait un décès, surtout d'une figure comme Charles Martel, l'Aquitaine, la Bavière, la Germanie essayent d'en profiter. Et donc, les nouveaux maires du palais, comme je veux dire, durent répondre aux agressions des principautés d'Aquitaine et de Germanie afin de garantir l'unité du royaume à nouveau et par conséquent préserver l'œuvre de leur père. Mais la principale contestation de leur mainmise sur la mairie du palais provient directement de leur propre clan. Et ça, c'est pas nouveau non plus. Chez les mérovingiens, ça arrivait assez fréquemment pour la royauté. Si l'on en croit les annales de Metz, les Annales Mettenses, Griffon, qui n'était autre que leur demi-frère, issu du mariage avec la bavaroise Swanahilde, avait également reçu une belle part de l'héritage paternel. De quoi faire quelques jaloux donc. Pour sa répartition, Charles Martel n'avait pas repris le tracé traditionnel du royaume franc, d'un côté l'Austrasie et de l'autre la Neustrie. À l'aîné devait échouer principalement la Neustrie et le nord de l'Austrasie, tandis que Pépin recevrait l'essentiel de l'Austrasie et de la Bourgogne. Néanmoins, Charles Martel n'avait pas hésité à tailler au centre du royaume, semble-t-il d'après les conseils de son épouse Swanahilde, pour son troisième fils, qui se voyait doté de fragments de terre austrasienne, burgonde et neustrienne. On avait là un îlot un peu étonnant, constitué comme un patchwork finalement, pour Griffon. À la mort de son père, Griffon prit possession normalement, donc conformément aux volontés du père, de Lan, conformément donc aux volontés du défunt. Mais les deux fils de Crotrude ne laissèrent évidemment pas le temps au cadet de s'établir dans ses nouvelles résidences et de profiter calmement de son héritage. Vous vous en doutez bien. Ils le firent enfermer à Chèvremont, près de Liège, dans une prison, un monastère. Tandis que Swanahilde fut elle-même assignée à l'abbaye de Chelles. Chez les Carolingiens, on sait être tendre avec la famille. La démarche entamée par les deux frères aurait également consisté à entraîner toute la parentèle de Swanahilde dans l'exclusion. À titre d'exemple, Guy, qui est abbé de Fontenelle, apparenté donc à la dite bavaroise, aurait subi également les conséquences de cette mise à l'écart. Il aurait été assassiné dans ce contexte. En 742, un nouveau partage pour redessiner les frontières eut lieu à ce qu'on appelle le traité de Vieux-Poitiers, entre Carloman l'aîné et Pépin le jeune. Donc. Il s'agit d'une division prenant en considération les réalités dues à l'accroissement du royaume franc vers les nouvelles frontières. Pendant que l'aîné tenait l'est du royaume face aux territoires indociles tels que la Saxe et la Germanie, Pépin se chargeait quant à lui du sud, donc plutôt de l'Aquitaine et de la Lombardie, et de la Bavière aussi. Nous avons là ce que nous pouvons appeler un majordoma bicéphale carolingien, donc un majordoma à deux têtes. Et qu'est-ce qui arrive avec les Mérovingiens dans tout ça? Ils sont toujours rois? Après 6 années de vacances royales, dans ce qu'on appelait l'interrègne, il ne fait pas l'ombre d'un doute que le rétablissement du Mérovingien Childéric III, un autre fils de Chilpéric II, le Daniel, là, sur le trône en 743, c'est toujours lui, sur le trône en 743, doit être replacé dans cette situation de contestation de pouvoir que les deux frères durent affronter. Donc on va rechercher à la limite d'un monastère un mérovingien pour se dire non, on est maire du palais comme à l'accoutumée, on fait ça dans les règles. Mais on prépare quand même quelque chose derrière.
Il semble donc en être de même pour le mariage de Pépin avec Bertrade en 744. Bertrade, la future, celle qu'on appelle communément Bertholompier. Bertholompier. Oui. En agissant de la sorte, les deux frères se garantissaient une forme de légitimité face à la coalition des princes territoriaux insoumis qui se dressaient contre eux. En effet, Iltrude, leur propre sœur, un doux prénom aussi, s'était rendue discrètement en Bavière afin d'échapper à l'autorité de ses frères et de ce fait pour rejoindre le duc Odilon, dont semble-t-il elle aurait été enceinte, et afin de l'épouser. Donc elle-même ne pouvait pas piffer ses deux frères. Celui-ci, donc le duc Odilon, était favorable à la cause de Griffon, le demi-frère qui avait été écarté. Et il entrevit aussitôt une opportunité dans ce rapprochement familial, et il profita du décès de Charles Martel pour se rebeller contre l'autorité franque. Et dans sa tentative de prise d'indépendance, il s'allia à Huno, duc des Aquitains, évidemment on va chercher des alliés ennemis des Francs, ainsi qu'à le frère d'Huno, qui était un ancien duc des Alamans, Théodebald. Les deux frères Carloman et Pépin unirent leurs forces et partirent en campagne militaire afin de mater les différentes insurrections. Et le théâtre des opérations se déroula essentiellement en Aquitaine, avec 2 incursions en 742 et en 745, mais aussi contre les Alamans en 742, en Bavière en 743 et en Saxe en 744. On ne chôme pas chez les Francs. Carloman, davantage présent dans l'Est, dut retourner à nouveau en Alémanie en 746 afin de régler une bonne fois pour toutes l'émeute qui y couvait. En vue de négociations, il organisa à Cannstatt une assemblée des grands aristocrates alamans, au cours de laquelle le duc Théodebald fut éliminé ainsi que de très nombreux partisans d'Odilon. Encore une fois, il n'y a rien à envier à la série Game of Thrones et aux Noces pourpres. Et je vais vous quitter là-dessus, sur ces entrefaites. Laisse-moi deviner. C'est ça sera la chronique numéro 4, 5 et 6 sur les Carolingiens. La dernière avant la montée au pouvoir. Comme ça, petit spoiler. Bon. Ben, on a tous hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Jean-Noël. Très intéressant. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à aller écouter les 2 premières parties de ton histoire des Carolingiens, les 6 et 13 décembre dernier. Sinon, si ça peut vous intéresser d'en savoir plus sur la Renaissance carolingienne, je vous encourage à aller écouter l'émission de Jean-Félix Aubé-Pronce du 27 septembre dernier. Merci à tous, Amélie Barsalou, Camille Gauvin, Jean-Noël Roland. Merci à Julien Lehoux à la régie. C'était Joël Beauchamp-Monfette à l'animation. On vous rappelle que vous pouvez aller écouter toutes nos chroniques d'Histoire de passer le temps, soit sur Facebook, sur le site de choc.ca, Spotify, Google Play et toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Quelques-unes de nos émissions sont déjà sur notre chaîne YouTube. Elle s'appelle Histoire de passer le temps. Allez la voir et la découvrir. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 16h sur les ondes de Choc.